Francis Gosselin. Philippe Richard-Bertrand. Un duo qui prend pas ça pour du cash. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. En mode hebdomadaire maintenant, Philippe Richard-Bertrand, est-ce que ça te rend heureux au cœur? Yes, très content de pouvoir continuer la belle aventure. Exactement. Ouais. Je rappelle aux auditeurs qui nous écoutent, qui nous aiment, qui nous suivent, on en a quand même de plus en plus, qui peuvent toujours nous écrire, studio@cube.radio, ou bien nous écrire à Philippe ou moi là, sur LinkedIn, Facebook, TikTok, Instagram. J'ai plus Snapchat. Non, moi non plus. Moi, je l'ai jamais vu. Faut se focusser. Se concentrer. Dis-je, la personne la moins focusée de l'univers. Philippe, on fait une petite revue de l'actualité. C'est hebdomadaire maintenant, fait que c'est des nouvelles. De la dernière semaine. Je sais que toi-même, tu es quotidiennement là, au micro ici à Cube, moi aussi avec Mario. Fait qu'on va passer ça. Puis je fait comme revue d'actualité, débat. T'sais, fait qu'on se chicane en même temps que les nouvelles arrivent. Première affaire, Philippe, qui a attiré mon attention, on observe une forte diminution de la dette des ménages au Canada depuis le début de l'année. Au début de l'année, il y avait eu comme un pic. On était à 184 % de dette sur revenu. Ça a baissé à peu près 180 $, 1,80 $, excuse-moi, ou 181 %. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Évidemment, il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. La première chose, évidemment, c'est que les taux sont rendus tellement élevés que qu'est-ce que font les gens quand ils ont une pièce? Ils la garochent sur leur hypothèque, probablement. Et donc, ça fait partie un peu, je pense, d'une stratégie là, de réduction de la dette. Réduction de la dette. Je veux dire, même moi, Phil, tu sais, on en a parlé cet été, je suis sur un foutu taux variable. Avec ma blonde, là, on a fait ça. Là, quand on a un peu d'argent de plus là, qui traîne, on l'envoie à la banque. Là, on a fait un système. Tu sais, la banque, notre crédit hypothécaire nous permettait, dans le fond, là, un peu de flexibilité. Donc, ça fait réduire notre endettement total. Là, finalement, c'est un petit peu ça. Mais est-ce que tu penses que ça peut être aussi en lien avec les chèques que le gouvernement a distribués? Je sais pas. C'est pas assez important, c'est drôle peut-être? parce que j'ai eu un échange sur LinkedIn. Là, je publie beaucoup maintenant que Facebook nous interdit de le faire. J'utilise beaucoup plus LinkedIn moi, pour diffuser nos contenus. D'ailleurs, s'il y a des auditeurs qui nous écoutent, préconisons ce média maintenant. Mais il y a un économiste là, de Québec qui s'appelle Mathieu Marchand, avec qui je suis souvent d'accord et parfois je me chicane. Je le salue d'ailleurs. Mais Mathieu qui me disait en fait que justement, il y avait des études qui avaient montré qu'une grosse partie de ce 500 $-là avait été justement, Phil, utilisé pour rembourser des dettes et non pour de la consommation, ce qui est assez étonnant pour moi. Oui, parce qu'en fait, l'effet que ça aurait dû faire sur l'inflation, c'est tellement tout contradictoire des fois, toutes ces nouvelles-là, Francis. Là, pour quelqu'un, toi, c'est sûr que tu es économiste, mais techniquement, cet argent, la Banque du Canada a augmenté les taux pour réduire l'argent en circulation. Le gouvernement a remis de l'argent en circulation. Donc là, les deux mesures s'annulaient un peu. Mais tu sais, la théorie économique, là, je veux pas faire mon petit chien connaissant, mais en général, quand tu reçois de l'argent inattendu, Phil, ce que tu sais, la théorie là, des comportements, la plupart des gens le dépensent. Mais apparemment, pas cette fois-ci. Okay. Est-ce que c'est parce que les Québécois sont plus smart que la moyenne des ours ou est-ce que c'est parce que justement c'est stressant? Puis ce qui est un peu drôle, Phil, là-dedans quand même quand on y pense, le gouvernement Legault, puis bon, le gouvernement Trudeau avec d'autres moyens, mais l'objectif du chèque de 400, 600, 500, là, ces fameux chèques-là, Phil, l'objectif c'était de lutter contre l'inflation. Puis là, soudainement, t'apprends que la plupart des gens, ils l'ont pris, puis ils ont fait quoi? Ils ont remboursé leur hypothèque. Mais c'est comme, mais là, est-ce que c'était pour lutter contre l'inflation puis le prix de l'épicerie? Apparemment pas. Mais donc, ceci dit, s'il y a des gens qui nous écoutent, je continue de penser que dans une période comme on vit actuellement, où le taux est élevé, puis il va rester là. Hein, je sais pas si toi... Non, je suis 100% d'accord avec toi. Mais tu sais, ça risque d'être minimum au moins pour un an. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. C'est pas une mauvaise stratégie que de rembourser son hypothèque son hypothèque ou d'autres prêts, soit dit en passant, là, parce qu'il y a des gens qui ont des prêts personnels. Puis souvent, le taux hypothécaire, c'est le meilleur taux qu'on a. Non, c'est ça. Non, mais c'est une carte de crédit à 18 % ou une carte de crédit de deuxième chance. 500 mêlé ça à la carte de crédit. Mêlé ça à la carte de crédit. Puis ultimement, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ce 500 $, il fructifie comme un peu à l'inverse. Là, c'est-à-dire que c'est de la dépense que tu n'auras pas, quelque part, que ce soit de l'hypothèque ou des cartes de crédit ou d'autres types de prêts. Ben, dans un scénario où tu n'aurais pas fait ce remboursement
moment-là, tu n'aurais pas remboursé cette dette-là, tu aurais payé de l'intérêt là-dessus pendant toute l'année. À la fin de l'année, ton 500, il aurait été 550 ou 530. Donc, tu as sauvé de l'argent, d'une certaine... C'est quasiment comme si tu faisais un rendement dans une certaine mesure. Donc, moi, évidemment, comme je te dis, c'est ce qu'on fait là, avec ma blonde en ce moment. C'est quand même... J'ai acheté ma maison il y a 1 an et demi, moi. C'est ça. Je donne beaucoup de conférences en économie. Je parle de ça. Puis souvent, je croise des gens qui, justement, viennent me voir après. Puis c'est comme, moi, j'ai 60 ans, ma maison est payée. Je suis comme, fuck you. Non, mais tu sais, c'est comme, c'est tant mieux. Mais en même temps, c'est sûr que les gens que ça pénalise le plus, ce sont ceux qui viennent d'acheter là, dans les années plus récentes. Et surtout ceux qui sont à taux variable ou ceux qui ont pris des courtes échéances. Ouais, mais encore une fois, moi, je demeure perplexe par rapport à toutes les données qui peuvent sortir parce qu'il n'y a pas plus tard que quelques semaines, on parlait qu'il y a une étude qui était sortie que l'ensemble des Canadiens étaient à 200 $ d'arrivée. Là, puis là, il y a une dette des ménages. Je ne sais plus où ils sont rendus par rapport à ça, là, mais évidemment, les coûts de logement, d'épicerie qui sont... Puis c'est ça aussi, Phil, dans tout ça, ce sont des coûts qu'on appelle incompressibles. Hein. Tu peux pas vraiment... à moins d'aller habiter en dessous d'un pont. Là. Puis on parlera d'itinérance un peu plus tard, mais tu sais, en tout cas pour moi puis pour bien du monde, c'est pas vraiment un choix. Il faut payer le loyer. Tu peux pas arrêter de manger. Faut manger, tu sais. Fait que c'est pas comme si en économie, on parle souvent qu'il y a de produits qui sont des alternatives. Là, fait que si le prix d'un bien augmente, tu tournes vers l'autre bien, mais quand tout le panier d'épicerie augmente, évidemment, t'as pas vraiment d'alternative, donc t'es un peu pris avec ça. Autre nouvelle que moi j'ai vue, je sais pas si les gens sont rendus complètement fous, mais les valeurs boursières de certaines entreprises sont rendues stratosphériques. Puis c'est à se demander si on est-tu dans une bulle de spéculation? Est-ce que les gens sont en train de sortir d'un type d'investissement? Mais tu sais, quand on parle de Nvidia, quand on parle de ARM, tu sais, les valeurs... Selon toi, est-ce qu'ils font du sens? Moi, je comprends plus les ratios qu'il y a en arrière de certaines valeurs. Là, aujourd'hui, là, c'est ça, c'était ARM, là, qui est une nouvelle entreprise là, qui est dans le domaine des semi-conducteurs, là, tout ça, qui fait ça. C'est une entreprise intéressante, Phil, pour moi, quand on regarde un peu cette histoire-là. Tu connais SoftBank, ça dit quelque chose? Effectivement. SoftBank qui a été quand même assez malmené ces dernières années. C'était WeWork. Un gros investisseur dans WeWork. Et ils ont perdu, mais comme des dizaines de milliards de dollars là-dedans. Et donc là, ils viennent de faire un genre de coup de circuit. Tu sais, on dit qu'en capital de risque, et tout ça, c'est souvent... 1 sur 10. 1 sur 10. C'est juste qu'idéalement, tu mets des petits montants. Tu perds ou tu gagnes une fois sur 10. Ceci dit, ARM Holdings, donc, qui est entré en bourse jeudi, là, le 14, était détenu par SoftBank. Donc, ils avaient acheté cette entreprise-là 32 milliards de dollars il y a quelques mois. Donc, ça est rentré en bourse. Puis ce qui est intéressant, ils ont juste mis 10% en bourse. Donc, ils contrôlent encore 90% de la compagnie. Eh bien, le prix de l'action a explosé dans la journée, Phil. Et ça a donc valorisé l'entreprise à 60 milliards de dollars. Donc, tu sais, il y a des jours comme ça, tu rentres à la maison, chérie, j'ai fait 30 milliards de profit aujourd'hui. Donc, tant mieux d'une certaine manière pour SoftBank, qui a quand même la réputation, là, c'est une institution japonaise. Oui, c'est un conglomérat. C'est un conglomérat, mais qui ont quand même la réputation de prendre des gros paris sur des entreprises, entre guillemets, tu sais, le fun, des entreprises. C'est pas... ils sont pas très conservateurs, on va le dire comme ça. WeWork, c'était mais WeWork, c'était un bon exemple. Ils sont venus les sauver, ils ont perdu l'argent. C'est ça, exactement. Et donc, les gens sont-ils devenus fous? Ben moi, c'était une autre affaire, Phil, qui me frappait. Je lisais les résultats de Nvidia, là, qui est l'autre gros acteur, Phil, dans cet univers-là. Nvidia, on rappellera qu'ils fabriquent principalement des cartes graphiques. Donc, ils avaient fait une annonce là, en début d'année en dévoilant leurs résultats qui étaient supérieurs à ce qui était attendu, en disant ça va encore s'améliorer. Donc, je connais pas le mot français, mais on appelle ça du guidance, c'est-à-dire
tu dis au marché ce que sera ton revenu là, dans les prochains trimestres. Et donc, ils ont fait ça en début d'année. Ça l'a fait exploser le prix de leur action. Et depuis, l'action est toujours là, à des niveaux qu'on pourrait dire stratosphériques. Donc, Nvidia s'est joint au club très sélect des entreprises dont la valeur est supérieure à 1 trillion de dollars. Donc, moi, j'en perds mon latin, le trillion de dollars. Ils sont quelques-unes, là, Apple, Amazon et tout ça, qui sont dans ce club, Microsoft, qui sont dans ce club-là. Et ce qui est très étonnant, Philippe, quand je regardais ça, c'est qu'ils ont des revenus, oui, qui ont doublé. Là. Tu sais, c'est excitant là, quand tes revenus doublent. Tu sais, non, toi, mais comme c'est augmentation. T'as-tu vu leur augmentation? 101 oui, 173 okay, mais même à ça, là, faisons de l'arithmétique. Là, ils ont doublé, c'est bien, mais le résultat auquel ils arrivent pour le trimestre, c'est quand même 13 milliards. Tu sais. Fait que, un trimestre. Un trimestre. Mais même, ce qui est excitant, c'est beaucoup d'argent. Mais mettons, faites donc qu'ils font ça à l'année, là, 13 milliards, ben fois 4, là, il y a 4 trimestres, ça fait 52 milliards. L'entreprise vaut 1 trillion de dollars. Tu vois? Il y a juste comme un disconnect. Puis ça, c'est des revenus, Phil. C'est pas la ligne d'en bas. C'est pas des profits. C'est une entreprise très profitable. Là, de mémoire, ils font quelque chose comme 40% de marge nette. Là, ça n'a pas de maudit bon sens. Mais ça reste quand même qui va acheter, mettons que tu veux l'acheter au complet, là, 1,1 trillion de dollars, là, 1100 milliards pour une entreprise qui en génère 52 de chiffres d'en haut. Donc probablement, je sais pas, 20 de chiffres d'en bas. Ça a comme... C'est pas ça les multiples qu'on voit au dragon à la télévision, là, tu comprends? Non, mais quand tu regardes aussi la stratégie, ils ont racheté aussi des actions l'an passé. Ouais. Tu sais, quand une compagnie peut se permettre de mettre comptant, là, parce que tu peux pas, pour acheter des actions, la plupart du temps, tu peux pas emprunter. Tu comprends? OK, parce que mais là, ils ont utilisé 3,2 milliards de dollars pour racheter de leurs propres actions, donc faire une plus-value à un nombre X d'investisseurs. Alors, tu sais, honnêtement, c'est ça qui donne ces valeurs-là. Mais ça va être à se demander... C'est quoi les ratios qu'on utilise pour calculer cette valeur-là stratosphérique? Tu sais, parce que là, on n'est pas sur... tu sais, des fois, dans certaines industries, on voit... tu dis, OK, c'est 5 fois l'EBITDA. Oui, c'est ça. L'EBITDA, c'est le BAYA. Le BAYA, c'est le bénéfice mais avant tu sais, là, on n'est impôt. pas là. Oui, mais là, on est à... Hey, je pense... J'essayais de le calculer, je n'étais même pas capable. Tu sais, c'est 1000 fois... Non, c'est comme 50 fois. Tu sais, puis parce que sur les bidas, ils font. Ben, je prends des hypothèses, Phil, mais ça reste, Phil, tu sais que juste pour mettre les auditeurs en situation, une entreprise généralement, tu sais, traditionnelle, elle va se vendre à 5 fois, 7 fois son BAYA. Puis les entreprises très avant-gardistes, technologiques, avec un fort potentiel de croissance, ils vont se vendre des fois 18 fois, 20 fois. Là, on est comme à 50, 60, 70 fois le BAYA. Mais c'est ça, je te dis, mais on dirait que c'est une bulle. Juste pour faire le calcul d'une façon différente, là, c'est comme dire, c'est comme, dans le fond, ce ratio-là, c'est que c'est quasiment le nombre d'années, possiblement, que ça va te prendre avant de récupérer ton argent, là, tu comprends? Fait que 70 fois, il faut vraiment que l'entreprise elle continue à grandir très, très, très rapidement pour que ce nombre-là, il diminue. Et comme je dis, c'est rendu là, c'est de la pure spéculation. Je pense quand même, Phil, oui, que le marché de l'intelligence artificielle va se développer, que la demande pour les cartes graphiques, les microprocesseurs va continuer à se développer. La seule affaire, c'est que je pense pas que ça va continuer à doubler à chaque année pendant très longtemps. À un moment donné, il y a juste une capacité du marché d'absorber des cartes graphiques puis des microprocesseurs à ce rythme-là. Et donc, on va atteindre un plateau. Puis là, je pense que ça pourrait éventuellement faire mal. Une autre nouvelle, Phil, de mon côté, qui a attiré mon attention, ben tu le sais, là, l'épicerie, on en parle tout le temps, coûte cher, etc. Et donc, qui est le grand gagnant là-dedans? Ben, quelques bannières low cost. On parle parfois de Super C, là, qui fait partie de l'empire Métro. Mais l'autre qui est comme le super gagnant, c'est Dollarama. Dollarama qui a un trimestre de folie là, qui vient de se terminer. Et ce qui est très intéressant, évidemment, c'est que non seulement ces magasins existants vont très, très bien, mais ils ouvrent des magasins puis ils deviennent profitables comme overnight. Instantanément, c'est instantané. Mais en fait, ils ont un plan de croissance. La plupart des détaillants... Je ne veux pas généraliser non plus, mais la plupart des détaillants pensent pas ouvrir d'autres commerces physiques, là, qu'on appelle en anglais brick and mortar. Non, mais eux sont vraiment dans une stratégie d'ouverture de commerce tellement que c'est rentable. Mais t'es-tu déjà allé dans un Dollarama? Souvent.
Moi, j'ai fait ça pour la première fois suite à une série d'articles qu'il y a eu. Mes enfants allaient là souvent, me demandaient 10$ puis allaient s'acheter plein de cossins. Là, je vais rentrer suite à une série d'articles dans le Journal de Montréal. Puis, honnêtement, du ketchup pour du ketchup, de la mayo pour de la mayo, une canette de Coke pour une canette de Coke, c'est vraiment moins cher. Je pense qu'ils investissent un petit peu moins en aménagement que Métro. Non, je suis d'accord. Bon, le magasin est pas mal pêle-mêle. Avril, c'est ça? Donc, en termes d'expérience client, on n'est pas tout à fait. Je suis d'accord, mais quand tu veux du ketchup, OK? Oui, non, mais t'as tout à fait raison. Ça va en vaisselle. Je suis pas surpris de ça, Phil. Je suis juste comme je constate que pour moi, Dollarama, c'était la place où on achetait des Christy de bricoles dégueulasses qu'on jetait après 2 usages. Puis no offense. 100% d'accord avec toi. Des trucs à $1. Là, je veux dire, je sais pas, des spinners. Là, comment on appelait ça? Des cossins complètement inutiles. Je sais pas, des assiettes jetables pour des anniversaires. Moi, les fois où je suis allé chez Dollarama, Phil, tu sais, c'est quand? C'est quand j'organisais des parties. Grosso modo, c'était pour acheter J'ai fait la même affaire récemment pour le bureau. Puis c'est bien contre ma conscience écologique. Mais en gros, ce qui est en train d'arriver, Phil, c'est qu'historiquement, il y avait des ramen, il y avait des sauces à spaghetti, là, mais là, c'est en train de devenir carrément un épicier. C'est le segment qui croît le plus rapidement chez Dollarama. Et comme tu l'as dit, ils ont un plan de croissance. Je suis quand même surpris, Phil. Dollarama, c'est quelque chose que j'ai appris là, dans le Journal de Montréal, d'ailleurs, a 1500 magasins au Canada. Et au Québec, notamment, ils en ont 400, c'est tout ça à peu près, ouais. Et ça veut dire qu'il y a un Dollarama pour 22 000 habitants au Québec. C'est quand même fou, là, tu sais. C'est vraiment une grosse densité. Puis ils continuent donc à avoir des projets là, d'en ouvrir davantage dans les prochains mois. Donc, c'est une bannière qu'on va continuer à suivre avec énormément d'attention. Est-ce qu'on s'en permet une petite dernière, Phil? Bon, c'est drôle de parler de ça parce qu'on est comme à 8 minutes de savoir ce qui va se passer, mais ça fait des semaines que ça plane sur l'économie mondiale et particulièrement sur l'économie nord-américaine. C'est la grève là, potentielle des travailleurs du domaine automobile, des 3 grands, donc GM, Ford et Stellantis, là, anciennement Chrysler, qui menacent de débrayer en même temps. Puis ça, c'est un peu particulier. Tu sais, je suis pas d'avis arrêté sur les syndicats, mais tu sais, généralement, un syndicat, ça fédère des travailleurs pour avoir plus de pouvoir envers un employeur. Dans ce cas-ci, ça a plus de pouvoir envers des employeurs. Donc, c'est carrément les 3 qui sont en même temps. Ouais, mais regarde ce qui se passe au Québec. Là. Les trois plus grosses centrales syndicales, FTQ, CSN et l'autre fonction publique, font front commun face au gouvernement. Ça a l'air de la nouvelle stratégie. Excusez mon langage, mais ils veulent faire chier plus de monde en même temps. Oui, mais pour gagner plus, à la fin, je suis d'accord, mais on va se le dire, là, c'est les conditions de rémunération des profs puis des infirmières puis de tout ça au Québec. Il va falloir tout rééquilibrer ça, surtout après que les députés de l'Assemblée nationale se sont auto-votés 30% d'augmentation de salaire. Bon, je vais revenir rapidement sur les autos. Les autos, je voulais juste peut-être donner un peu de contexte pour ceux et celles qui n'ont pas suivi l'affaire. C'est évidemment, il y a eu des années difficiles dans le domaine de l'automobile, puis c'est les constructeurs américains qui historiquement avaient des conditions beaucoup plus avantageuses que les compagnies japonaises et coréennes qui ont des capacités de manufacture aux États-Unis. Genre, ils gagnaient 30-40% de plus. Il y avait des genres de job bank où tu étais comme assuré d'avoir un emploi. Bref, c'était un peu, tu sais, les... Sketch. Les syndicats avaient bien négocié dans les années 80. Et donc, quand est arrivé 2008 notamment, que tu te rappelles, GM a dû être bail-out, il était en faillite, etc. Au Canada, by the way, on a radié cette date-là dans la Gazette du gouvernement. On a fait merci de vous avoir prêté 1 milliard, on va l'oublier. Ceci dit, donc, depuis ce temps-là, Phil, les affaires vont bien aux États-Unis pour les manufacturiers. Tu le sais, le prix des automobiles a augmenté en moyenne très rapidement. Là, je pense que ça a quasiment doublé au cours des 5-6 dernières années. Le véhicule moyen vendu au Canada avait une valeur de 60 quelques mille dollars l'année dernière. Ça n'a aucun sens. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ces entreprises-là ont fait des profits monstrueux. Je savais que j'aurais pas dû vendre ma Renault 5. Renault 5. Et l'intention derrière ça, Phil, avec ces profits-là, évidemment, c'était faire du profit, mais beaucoup de ces grands manufacturiers américains sont dans la transition vers les véhicules électriques.
et donc ça coûte des milliards de dollars. Donc je pense que GM, Ford et Stellantis avaient l'intention d'utiliser la quasi-totalité des profits là, de la dernière année pour lancer des nouvelles chaînes de production. Et le syndicat dit « Oh là, pas si vite ». Il demande des augmentations de salaire de 40%. C'est une pas pire augmentation. Ça se décline en 20% demain matin, puis ensuite 5% par année pendant 5 ans. Aux dernières nouvelles, comme je dis, là, on va en savoir plus le jeudi 14 septembre là, à la fin de la journée aujourd'hui. Donc, il y a eu une contre-offre qui a été faite. Je pense GM et Stellantis, Ford, je sais pas ce qui se passe, mais de 18%. C'est quand même des cristis de bonnes augmentations. Là, 18% demain matin. Là, bon, il y a Tristan en régie qui se prépare sa stratégie syndicale lui aussi. Mais tout ça pour dire, ça va être à suivre. Puis si la grève se déclare, selon mes estimés, là, puis selon ce que j'ai lu, il y a à peu près 800 millions dans le fond du UAW, donc du syndicat. Et ça coûte environ 70 millions par semaine. Donc, ils auraient assez d'argent pour toffer 10 semaines. T'imagines le bordel innommable. Puis ce que ça veut dire... Ils sont déjà en retard. Si on parle de vous et moi, moi, là, ça veut dire éventuellement que si vous avez... T'auras pas ton auto. T'auras pas ton auto, mais si tu l'as, hold on to it parce qu'il va y avoir un beau marché de la revente pendant cette période-là. Ça risque de Achetez-vous des minounes! Ça risque de faire augmenter le prix des véhicules, encore une fois, Philippe Richard Bertrand au Canada. Donc, c'était notre revue d'actualité. Nouveau format, un peu plus long, un peu plus débattesque, mais si vous aimez ça, écrivez-nous, studio@cube.radio. Trouvez-nous sur LinkedIn, Philippe Richard Bertrand ou Francis Gosselin. On est toujours ravis d'échanger avec vous et on va continuer ça dans les prochaines semaines avec de nouveaux débats. Restez connectés. Tout ce que vous avez manqué est disponible sur l'application ou en ligne au cuberadio.ca. Je sais pas combien d'entre vous à la maison ont déjà essayé de se faire une cuisine eux-mêmes, peut-être. En tout cas, je recommande. Il y a plusieurs années, ça avait été une catastrophe. Avec ta drill? Oh, oui, non, vraiment, là, je me suis acheté chez Ikea en me disant, je vais l'installer. Très mauvaise idée. Ah, mais t'as acheté, donc... Non, oui, je sais, mais j'ai décidé de l'installer. J'ai un oncle, là, je le salue, là, il a fait sa cuisine. Ah, non. Bref, ça pour dire, longue introduction, c'est un milieu intéressant, le milieu de la cuisine, le milieu de la rénovation résidentielle a eu disons, un petit turbo pendant la pandémie. Je sais pas comment ça va en ce moment, mais en tout cas, pour en parler, on a la grande chance d'accueillir deux experts, on pourrait dire. Ce sont les fondateurs de Bokea, qui se prononcent comme ça s'écrit. Oui, c'est Bokea, les gars. Steve Kickman-Fontaine et Alexandre Lacroix, donc qui sont respectivement président et vice-président de l'entreprise. Ils sont montréalais, installés ici là, dans Saint-Henri. Oui, dans Saint-Henri, exactement. Et donc, dites-nous en quelques mots, là, Bokea, ça fait quoi? Ça fait des cuisines, mais encore. Je veux dire, quel genre? Ben, je vais expliquer un peu le concept, là, parce que le concept est quand même assez nouveau dans le marché. Puis en plus, tu as vu la casquette pour ceux qui nous regardent. C'est ça. Je sais pas s'il faut penser à tout. Je sais pas s'il faut déduire qu'il est beau. Fait que dans le fond, Bokea, on conçoit et on vend des façades haut de gamme pour les cabinets IKEA. En d'autres mots, les clients qui viennent chez nous achètent tout ce qui fait la structure en fait d'une cuisine, fait que les cabinets, la quincaillerie, tous les accessoires en fait chez IKEA, et ensuite ils achètent tout ce qui paraît de nous. Donc tout ce qui est les façades, portes d'armoire, façades de tiroir, panneaux de finition, ils viennent acheter ça les de poignées. nous directement. On vend aussi des poignées directement sur notre site web. C'est important aussi à dire que on amène un peu un vent nouveau dans le domaine de la cuisine. On est une e-commerce, donc on vend une cuisine 100% en ligne. C'est très beau, en tout cas, sur votre site web bokea.co. N'est-ce pas? Ouais. Ikea est down avec ça, mettons? Oui, en fait, le VP de Ikea Canada a discuté avec la presse. On a eu un article avec la presse début janvier. Puis, en fait, on est une valeur ajoutée à leurs produits. On amène une gamme de nouveaux clients qui n'avaient pas accès avant. Fait que vous n'êtes pas des pirates là, qui sont non, on va surfer sur la vague. Ça a l'air de bien marcher leur affaire, les Suédois. Pour vous rassurer aussi, là, la complexité Ikea, c'est beaucoup amélioré. Là, c'est beaucoup moins complexe que ça l'était auparavant. Là. Donc, pour l'installation et tout, on a des installateurs accrédités qu'on travaille avec eux. Puis, c'est un concept aussi qui est fort en Europe, qu'on a emmené ici, qu'on a par nous-mêmes développé. Non, mais c'est ça, mais comment vous avez eu l'idée de faire ça? Je cherche, tu sais, on a tout le temps un aha moment, là, les entrepreneurs. C'est ça. Ça a été quoi, There ce must moment-là? be a better way. C'est ça, tout le monde dit ça. En fait, c'est très simple. J'ai commencé à penser à ça. J'ai fait beaucoup d'immobilier dans mon passé. J'allais dire mon jeune temps, mais ça marche pas. Dans mon passé, je faisais tout le temps des cuisines Ikea. Puis à chaque fois, j'arrivais dans mes logements où que moi j'habitais, je voulais tout le temps avoir quelque chose de plus beau
que Ikea, exemple. Fait que là, j'ai commencé à regarder des compagnies. Je voyais qu'il y avait environ une trentaine de compagnies en Europe qui faisaient ça. Puis c'est un concept qui est super connu là-bas. On veut pas Ikea, c'est européen, là. Ensuite de ça, parler un peu avec mon ami, on se connaissait d'avant. C'est un entrepreneur qui y a eu d'autres compagnies aussi, plus en Estrie. Donc, j'ai parlé un peu du concept, on s'est regardé, puis on a dit, hey, let's go, on part que c'est une bonne, un bon domaine, en fait, là, à partir. On a commencé, en fait, à faire nos cuisines nous-mêmes, nos portes nous-mêmes. On a fait 2 cuisines en bois véritable, en noyer, puis une en érable qu'on a conçu nous-mêmes, toutes les portes, tout ça. Une par une, là. Une par une. J'ai un passé plus d'ébéniste, donc c'est ça a aidé un peu. Ébéniste, menuisier, on s'est rendu compte assez vite qu'il fallait switcher. Fait qu'on a été chercher l'expertise de nos manufacturiers québécois. On a une bonne expertise au Québec, au Canada, comme vous le savez, dans le milieu du bois. C'est incroyable. Fait qu'on a développé nos modèles avec eux. Donc, de l'idée. Fait que là, c'est mais tu sais, pour le commun des mortels, là, moi, j'aime toujours vulgariser les choses. C'est que vous dites à vos clients d'acheter le caisson, là, tu sais, l'armoire. Exact. Mais ils l'achètent chez Ikea. Exact. Puis toi, tu remplaces la porte. Exact. Qu'est-ce qui paraît? Tout ce qui paraît. Fait que c'est super simple. Là. Tu vas chez Ikea, tu fais ton plan. Tu leur dis, puis ils sont au courant, là. Tu leur dis, enlevez les façades, tout ce qui paraît, les panneaux, les portes, les tiroirs. Ensuite de ça, on va les prendre chez Bokeh. Vous nous appelez, vous nous envoyez le plan. Par la suite, on vous fait une soumission vraiment rapidement. Puis on a des installateurs accrédités. Donc, puis c'est quoi c'est quoi le mix entre, tu sais, t'as la cuisine Ikea, t'as le manufacturier de cuisinier, je pense que ça s'appelle un cuisiniste. Et vous, tu sais, le split entre, de mémoire, là, Ikea, on est à 10 000 $. Ouais, environ. Ouais, sur le chiffre comme ça, ouais. Mais un cuisiniste, là, écoute, moi, quand j'ai fait construire ma maison. Parce que t'es très riche. Non, mais je pense que ça avait coûté comme 30 000 $. C'est une très bonne question. Puis maintenant, les prix de 30 000 $, c'est rendu comme avec la COVID, ça a vraiment augmenté. Mais qu'est-ce qu'on voit en ce moment, c'est qu'on est. Admettons, si on prend une cuisine, exemple, en chêne blanc, qui est très tendance en ce moment, on la prend d'un cuisiniste ou chez Bokeh, on est environ 30 à 50 % moins cher pour le même matériel. Puis on s'entend, il n'y a pas une diminution de qualité. Parce que si on s'en va chez Ikea puis on regarde les matériaux comme la base, donc les caissons, la quincaillerie, c'est de la quincaillerie qui est super haut de gamme. Même si on va voir des cuisinistes d'habitude qui veulent avoir la quincaillerie de chez Ikea, ils chargent un extra. Donc c'est vraiment, on diminue pas la qualité. C'est juste le concept rend qu'on vient sauver au bout du compte. En anglais, on dit souvent "Don't fix something that ain't broke". Dans le sens, les Suédois ils l'ont là-dessus. Dans le sens, ils ont développé. On va pas essayer de rivaliser avec eux. Pour moi, il n'y a pas de connaissance sur le caisson. Puis ils n'arrêtent pas d'évoluer aussi. Là. Ils ont mis un studio à Boisbriand, un studio à Brossard au 10-30, plus les magasins qu'on connaît. Tu peux aller concevoir ta cuisine c'est plus près de ton domicile sans aller dans le bordel que sont parfois les grands Ikea. Là, aussi. Puis comme Steven disait, toutes les charnières puis tous les accessoires intérieurs, c'est toujours en évolution. Fait que là, vous en avez installé combien de cuisines? Au-dessus de 150 déjà. Ah oui, OK. 8 mois d'opération. Vous venez pas de commencer. Non, 8 mois d'opération. Ça a explosé. Vous êtes loin de la première que vous avez gossé. Oui, mais ça fait pas si longtemps. 8 mois, c'est 20 par mois quand même. Ça a été très vite. Très vite. Super fier de ça. On est content de ça. C'est une preuve aussi que le concept fonctionne d'une certaine façon. Puis vous ouvrez donc un espace, c'est ça? Oui, on ouvre notre premier showroom à Montréal, au Château Saint-Ambroise, dans Saint-Henri. Donc, l'ouverture est le 26 septembre prochain. Y a-tu comme un vernissage? Il va y avoir un événement. Vous êtes invité, certainement. Avec des bulles? Des bulles, des canapés? Oh my God! Mais là, j'ai même lu dans le communiqué qu'il y avait des plans pour carrément aller ouvrir un showroom à Brooklyn, à New York, en 2024. Comme Steven l'a si bien dit, on est un e-commerce. Donc, on va être en mesure d'exproprier, pas d'exproprier, d'exporter finalement notre bois québécois sur la côte est américaine vers les États-Unis. Donc, on aimerait ça avoir 2024 un showroom, comme tu as bien dit. Mais là, j'essaie de comprendre le mix. OK, là, c'est un e-commerce, donc les gens vont sur votre plateforme de commerce électronique acheter. Pourquoi la nécessité d'avoir un showroom dans ce cas-là? Mais en fait, c'est parce que les gens veulent voir les produits. Veulent toucher. C'est quand même un gros... Puis je peux comprendre aussi les gens parce que c'est quand même un gros investissement de cuisine, veut pas. Là. Fait
que tu veux aller voir vraiment les matériaux. C'est sûr qu'on peut acheter des échantillons directement en ligne sur notre site web, mais la plupart du temps, ils veulent voir une cuisine. T'sais. Puis j'ai compris, fait que c'est pour ça qu'on ouvre des showrooms. Ah ben, en fait, je pense que c'est un bon mix entre les deux. Est-ce que vous pensez que jusqu'à où ça peut croître? Là? Parce que, en anglais, on appelle ça la scalability, la capacité de grandir. Déjà, 20 cuisines par mois, c'est énorme. Ouais. Mais jusqu'à où vous pouvez aller au Québec, là? Pouvez-vous monter à 100 cuisines? Ben, c'est sûr qu'on n'a pas vraiment de limite de fixer. Je veux dire, c'est jusqu'à ce moment-ci, c'est une belle aventure. On continue, puis on a le vent d'un voile, donc on y va. Donc, ouais, puis tu sais, avec notre concept aussi, c'est 40 jours ouvrables, la livraison. Fait que c'est quand même rapide, là. On a vu dans c'est très rapide. Oui, c'est ça. Donc, c'est disrupteur un petit peu là, dans le milieu. Là. Dans le domaine, oui. Dans le domaine, parce que habituellement, les lignes, les files d'attente... J'ai une question, moi, là, Brooklyn. J'aime beaucoup Brooklyn, mais tu sais, en même temps... Toronto? Chicago? Ouais. Non, mais tu sais, ma question, c'est pourquoi vous allez Toronto, aux States Canada, avec un taux de change, des habitudes de consommation, c'est quand même les Américains. Ben, ils vont vendre en US. C'est ça. Ouais, mais c'est quand même de la gestion, là, tu sais, je veux dire, Ottawa, Québec, tu sais, je veux dire, il y a des millions de maisons au Canada que vous pourriez rénover avant de vous tu sais, vous pourriez aller à Miami aussi, South Beach, c'est très nice. Souvent aussi. Mais c'est la même distance aussi. Je comprends. Okay. Ouais, c'est la même distance, puis le taux de change, tu sais, c'est quelque chose qui est quand même attractif. Fait que vous voyez ça comme étant une plus grosse opportunité, évidemment. Puis, y a-tu de la concurrence là-bas, évidemment? Pas vraiment sur la côte Est, puis on veut saisir la fenêtre d'opportunité, bien entendu. Là, donc, être les premiers là. Mais c'est sûr qu'à Toronto, c'est une place qui est aussi... C'est next. Oui, ça va s'en venir. Puis on sollicite, on travaille aussi avec les professionnels du milieu pour ouvrir donc le Château Saint-Ambroise. C'est en collaboration avec Stéphanie Delisle, une designer. Donc, on veut faire ce type de concept-là un petit peu partout, là, sur notre chemin, là, c'est la côte Est américaine. Ouais, honnêtement, c'est souvent de l'expérience, là, c'est plus simple de vendre aux États-Unis que de vendre en Toronto. Ah ouais, hein? Bon, c'est bon, ça. Avec le chapeau québécois, des fois en Ontario, on est mal reçu, là, mais sans généraliser. Mais tous ces plans de croissance-là, vous financez ça à même vos propres fonds, à force de faire des ventes, les profits, parce que ça va coûter cher à ouvrir à Brooklyn. Oui. Bien, au début, je vous dirais, mettons, à partir du début, quand on a eu l'idée, puis on a dit on veut faire un e-commerce, tout ça, c'est sûr que le site web, on a plus de 200 000 produits sur le site. Là. Donc, c'est une grosse gestion, puis c'est un gros site web. Ça a été des fonds directement personnels. On a eu de l'aide aussi de la BDC, d'Investissement Québec. Puis là, c'est sûr que si on ouvre à Brooklyn, ça va être avec les ventes, tout ça. On a eu quand même un petit succès. Mais pour l'instant, vous êtes les seuls actionnaires. Là. Ce que vous dites, c'est du financement par la dette, là, j'imagine. Là, fait qu'il n'y a pas d'autres actionnaires dans le business. Non. Puis ça va-tu venir? On va voir. On est ouvert aux suggestions. On ne sait jamais, Ikea va peut-être les acheter. Ouais, peut-être. Il y avait ARM qui a fait son IPO aujourd'hui. Phil, là, ils valent 54 milliards là, aux dernières nouvelles. Ouais, c'est bon, ça. Je pense que t'environ ça, toi, avec. Ouais. C'est bon, ben là, ça va pas être du champagne qui va vous offrir, les gars. Puis, comme vous avez de l'expérience comme entrepreneur, mais de gérer une plateforme de commerce électronique, tu disais que tu étais dans le mobilier, dans ton cas, entrepreneur. Gérer du commerce électronique, c'est un skill set pas mal spécifique. Oui, on a découvert ça. c'est quand même assez compliqué. Beaucoup d'essais-erreurs. C'est quoi votre plus gros learning à date? Le plus gros learning, c'est quand on a... justement, au début, c'était juste un site web qui était canadien. Puis là, on a voulu ouvrir le US. Il est déjà ouvert en ce moment. Mais on a fait juste faire la transition entre les deux. Amener énormément de bugs. On est passé de 60 000 produits à 200 000 produits en même temps. Fait que là, maintenant, c'est la leçon, là, c'est pas tout faire en même temps. C'est de faire étape par étape. Ça va tout le temps mieux. Puis respecter, pas trop... respecter, en fait, le processus. Là, le site est up and running. Donc, ça va super bien. Puis on est prêt pour accueillir plus de commandes. Avez-vous... on parle de récession, ralentissement économique. On a été ça dans le cœur, dans l'âme, dans la tête? Est-ce que ça fait sur votre radar, ça? Mais en fait, je pense que c'est là que ça nous avantage parce qu'on vient, tu sais, justement, comme on parlait tantôt, un peu les cuisinistes
hors de prix. Que, à cette heure, il y a des cuisines qui vont jusqu'à 100 000 là, en chêne blanc, la même chose qu'on offre finalement. Il y a sûrement plus que ça. Ouais, il y a sûrement plus que ça. Mais on s'entend que ça va quand même assez vite. Fait qu'on vient une option vraiment le fun. Puis aussi, on a des collections vraiment de belle qualité. On s'entend là, que quand tu es dans l'idée de changer ta cuisine, là, le taux de change, ou pas le taux de change, l'inflation ne doit pas être ta première préoccupation. Là, parce que tu t'attends. Non, mais tu t'attends à sortir 50 000 $. Tu es capable de sortir 20 000 avec vous ou 30 000. C'est une économie substantielle. Comme tu dis souvent, tout le monde aime ça économiser. T'sais, on voit au Ikea des Zlatan Ibrahimovic, Marc-André Fleury que j'ai croisé là-bas. On voit les vedettes, tout le monde va au Ikea. Tout le monde aime ça économiser. Zlatan, il y a une vidéo super virale de ça. Qui dit, je sais pas quoi, l'agent d'immeuble avait dit à sa femme, Rich people don't buy at Ikea. Puis lui répond, No, but intelligent people do. C'est vraiment bon ça. On va la mettre comme trademark. C'est ça. Mais là, les prochaines étapes de croissance, c'est, bon, là, on a parlé d'un showroom à Montréal, showroom à Brooklyn. Ouais. Mais tu sais, à un moment donné, il va falloir des équipes d'installation aux États-Unis. Encore une fois, là, c'est le marché au Québec. Là, on est 9 millions d'acheteurs. Là. Ouais. Dans l'État de New York, je pense que juste dans... Ouais, c'est ça. On est 9 millions de population, dont certains ne payent pas... pour refaire leur cuisine. J'évaluerais le marché à un petit peu plus que 9 millions, un petit peu moins que 9 millions. Non, mais je suis d'accord, mais le pouvoir d'achat à Brooklyn est pas mal plus important que ce qu'on peut voir au Québec, je présume. C'est ça. Nous, en fait, on est une e-commerce qui vend des produits, donc on vend toutes les façades, tout ça. Les équipes d'installation, on prend des équipes d'installation qui sont hors de Bokeh. Donc, c'est des équipes d'installation qu'on accrédite. On a fait carrément un plan, en fait, pour regarder s'ils installaient bien une cuisine, en fait. Fait qu'on va on va suivre le même plan qui a super bien fonctionné au Québec. Aux États-Unis, il y en a plein des équipes d'installation de cuisine Ikea. Là. OK, mais donc l'installation, en fait, c'est pas vous qui allez... à l'interne. C'est pas fait à l'interne. C'est le bout que j'avais pas compris. C'est ça qui va vous permettre de grandir beaucoup. Parce que tu vas, selon la demande, même au Québec, tu vas rajouter des installateurs. Qu'est-ce qui est magnifique, c'est qu'il y a beaucoup... Tout le monde est capable d'installer, peut-être sauf toi. Non, c'est pas vrai. Tous les installateurs... Je mets pas un couch chez nous. Là, non, je t'agace. Tout le monde qui sont dans... Manuel, qui ont une compagnie d'installation de cuisine ou quoi que ce soit, sont capables de monter une cuisine Ikea. Puis nous, nos portes, nos tiroirs s'agencent exactement comme celles d'Ikea. Donc, tu sais, les trous sont exactement aux mêmes places. Fait que tu fais juste les mettre. C'est quasiment un plug and play. Là. C'est plug and play. Exactement. Fait que tu sais, il n'y a rien de compliqué au niveau de l'installation. Puis c'est ça, vous voulez... Fait que là, aujourd'hui, c'est les cuisines, demain, les salles de bain. Puis en fait, c'est ça. On finit par des maisons complètes. On a déjà fait. Il y a la crise du logement. Je peux vous avoir entendu parler de ça. On aurait peut-être besoin de vous. En fait, c'est un super bon point que tu amènes parce que c'est pas juste les cuisines qu'on fait. On fait les Ikea, tout le monde connaît qu'ils font des cuisines, mais ils ont aussi les packs. C'est comme des chambres, des armoires penderies qu'ils appellent, des wardrobes. Donc, c'est ça. Puis il y a une collection aussi qui est Besta, qui est les meubles audio. Ils ont des collections aussi de salles de bain. Donc, en fait, on peut prendre une maison au complet là, avec oui, parce que toi, le caisson de salle de bain, c'est un caisson. Tu mets des portes devant, c'est rendu là. Ouais, mais c'est vraiment intéressant. Écoute, on invite les auditeurs qui nous écoutent à aller voir le site de Bokeh. Bokeh.co. On a le .ca aussi. Fait que ça redirige directement. Allez voir belle entreprise québécoise qui en fait vous aide à pimper, excusez mon langage, pimper ta cuisine ou ta salle de bain en utilisant je vais appeler ça les caissons et toute la charpenterie de Ikea. Exact. Merci beaucoup, messieurs. Steven Kickman Fontaine. Oui, exact. C'est ton nom, c'est ça. J'ai pas compris. Fontaine. Alexandre Lacroix, merci d'avoir été avec nous en studio, les gars. C'était vraiment cool. Puis on vous souhaite bonne chance. Puis on attend évidemment l'invitation. Mais oui, certainement. Les petits. Vous allez en avoir. Checkez dans vos courriels. À la prochaine. Tu comprends rien? Prends pas ça pour du cash. On répond à tes questions. Dans un segment avec Benoît Dutrisac cette semaine, Benoît m'a relancé sur les problèmes de l'itinérance. Je dois t'avouer, Francis, que je m'étais jamais même arrêté à ce problème-là parce que c'est peut-être pas quelque chose que je connais proche de moi. Je vois des itinérants dans la rue. Je suis très empathique à leur situation, mais j'avais jamais pris le temps de m'arrêter. Et il m'a relancé en me disant, Philippe, toi qui es entrepreneur, as-tu des idées pour l'itinérance? Qu'est-ce qu'on doit faire?
Oui, tu me poses-tu la question? Non, à mais moi? en fait, puis, tu sais, moi, comme tout bon entrepreneur, tu sais, quand on est entrepreneur, là, on est mindé, là, tu sais, on a notre état d'esprit et faut trouver une solution au réel problème. Mais qu'est-ce qui cause l'itinérance? Ce qui cause plein de choses, Philippe, mais je pense que, reprenons le fondement, là, l'itinérance, là, vivre dans la rue, puis il y a plein d'expressions, là, déplorables ou non, mais sans-abri, sans domicile fixe, en France SDF, c'est généralement et largement un problème d'immobilier, là, pour dire ça comme ça. Ce sont des gens qui n'arrivent pas à se loger. Ils se ramassent dans la rue. Ils se ramassent dans la rue. Puis c'est ça le principal problème, c'est un problème d'hébergement. Puis après ça, d'où ça vient, ce problème d'hébergement-là, cette incapacité à générer des revenus, etc. Là, il y a d'autres causes, évidemment, la santé mentale, les dépendances, toutes sortes de problèmes qui sont maltraités par les systèmes. Mais on revient encore au problème de la pénurie de logements. Oui, tout à fait. C'est comme un cercle vicieux. On dirait que ça freine le développement économique. Ça freine les nouveaux immigrants. Ouais. Ça crée de l'itinérance. À un moment donné, il va falloir encore une fois... Moi, je pensais, là, honnêtement, quand on en a parlé brièvement, je me suis dit, est-ce que c'est pas un problème de santé mentale? Mais c'est un problème... En fait, c'est une partie, peut-être. Je sais pas si c'est l'œuf ou la poule, Phil. Je suis pas mal certain que si moi, demain matin, si j'habitais dans la rue, je développerais des problèmes de santé mentale. Jusqu'à un moment donné, ça doit pas aider d'habiter dans la rue, d'être anxieux, de pas avoir un logement, de souffrir de la chaleur, du froid, de pas manger à sa faim. C'est juste pas agréable, évidemment, mais comme je te le dis, l'enjeu principal, c'est un enjeu de logement. Puis, à quelque part, il n'y a pas une solution facile à ça. On a essayé plein d'approches à différents endroits dans le monde. La plus évidente, c'est de fournir le plus rapidement possible un logement stable à toutes ces personnes-là. Et le problème, souvent, Phil, c'est que les villes, puis Montréal ne fait pas exception à ça, sont complètement incompétentes et sont très mal avisées en matière de politique publique autour de l'itinérance. Puis même, là, il y a Lionel Carman la semaine dernière là, qui avait fait une sortie, là, mais je sais pas si c'est cynique, là, puis je veux pas me mêler de ça, mais j'ai l'impression qu'il y a certains politiciens que ça arrange qu'il y ait de l'itinérance dans la ville parce que ça justifie une forme leur inaction justifie certains types de programmes. Là, donc, que la pauvreté et l'itinérance soient visibles, ça justifie un certain type d'action. Et donc, c'est pour ça qu'ils la tolèrent et qu'ils n'agissent pas. Moi, en tout cas, je peux pas nommer de client en particulier, là, mais ça serait maladroit de ma part, mais admettons, on travaille avec plusieurs villes, OK? Avec le comité exécutif de plusieurs villes. Oui. Puis, les gens, c'est un vrai problème. Là, puis c'est un problème qui était concentré dans des centres urbains, Montréal, Québec. Ouais. Mais là, le problème, il y en a sur la rive sud de Montréal. Il a commencé à en avoir à Laval. À un moment donné, OK, là, on dit... Il y aurait eu une augmentation d'à près 40% par rapport à l'année dernière, by the way. T'imagines, c'est fou, là. On a des chiffres. Mais là, si la façon de régler ça, c'est de créer plus de logements. Ouais. OK? Puis je veux pas gérer au gérant d'estrade, j'ai pas toutes les cartes de jeu entre les mains. Mais pourquoi on change pas certaines législations qui bloquent des projets immobiliers parce que pas dans ma cour, parce qu'il y a 22 citoyens qui s'opposent à la tour. C'est parce que c'est pas les mêmes types de logements. Là. Encore une fois, je connais très bien le marché de l'immobilier, là, Philippe, mais moins celui peut-être du logement pour lutter contre l'itinérance. Mais justement, les projets que tu évoques, là, qui sont souvent liés à du développement autour de stations du REM, là, pour donner cet exemple-là, ça va pas être typiquement des logements pour les sans-abri. Là, ça va être des logements plus luxueux qui vont être vendus sur le marché libre. On va essayer d'avoir une petite portion qui va être du logement abordable, mais abordable, c'est toujours par rapport au prix du marché. Fait que si le prix a augmenté de 20%, un logement abordable, par définition, c'est 10 ou 20% en bas du prix du marché. Mais si le prix a augmenté comme il l'a fait dans les 5 dernières années au Québec,
ce qui était le prix du marché hier et l'abordable d'aujourd'hui, là, tu comprends? Mais les gens, leur salaire, il n'a pas augmenté de 20 ou 30 ou 40 %. Dans le cas de l'itinérance, on parle pas de logement abordable, on parle de logement social, puis même une espèce de couche en dessous, de comme, tu sais, du registre ils font un lit, tu comprends? C'est plus du logement au sens, c'est pas des condos là, à 2, 3, 400 000. Puis ce que font les villes de manière très malhabile et très incompétente, comme je le dis, puis il faut voir, la ville de Montréal est en train de le faire, puis ils se pètent les bretelles d'avoir 100 logements. Mais Christy, ça coûte 500 000 $ faire ça parce qu'ils sont pas capables de le faire. Et donc, encore une fois, il y a des groupes qui essayent de générer ou de lever des fonds pour mettre en place des programmes comme celui-là. À Montréal, il y a plein d'organismes là, qui fournissent des lits, qui fournissent des chambres, etc. Ils sont très mal financés. La ville veut toujours faire à la place d'eux. Évidemment, il y a de la chicane dans ce milieu-là. Tel groupe veut pas parler à tel groupe. Fait que, il y aurait une possible opportunité de fusion-acquisition, là, si on revient à du langage que tu vas connaître. Mais c'est ça, c'est un milieu... Puis tu sais, malheureusement, le milieu communautaire est géré comme le milieu communautaire. Fait que tu sais, c'est pas là où tu as les consultants de McKinsey puis les meilleurs banquiers de la Banque nationale. Tu as du monde qui font un peu du bricolage avec des bâtons de popsicle puis qui essayent de faire du logement, mais sans les compétences économiques, de financement, de gestion, de gens qui savent faire ça. Fait que c'est dommage. Tu sais, j'en appellerais justement aux gens qui savent, aux gestionnaires immobiliers, aux gestionnaires de parcs, aux développeurs, aux promoteurs, de passer du temps. Ça va quasiment passer par, ultimement, pour moi, je veux dire, on manque pas de ressources là, au Canada puis au Québec en dollars, etc. Il est juste très, très mal alloué, l'argent, actuellement. Il est mal investi. Puis rajoute la couche que tu disais de réglementation, là, puis de blocage, etc. Mais je suis plus en plus convaincu, surtout dans la lutte à l'itinérance, que cette partie-là, elle est marginale. Elle est très dommageable pour toi et moi, là, elle est très dommageable pour la classe moyenne, là, cette dimension réglementaire, puis pas dans ma course. Ça fait chier la grande majorité de la population. Mais quand il vient à l'itinérance, c'est pas ce registre-là. Il faut juste des lits, man. Il faut juste 4 murs, un lit, puis une douche. Là, puis ça, honnêtement, ça devrait pas coûter bien plus que 100 000 $ à construire. Imagine que tu veuilles pas la tour où il y a des condos à 300 000. Si tu veux le 16 logements où c'est une maison de chambre d'itinérants. Ben, c'est ça. Puis là, ça va être encore plus de pas dans ma cour. Le triste règlement là, qui est adopté par la Ville de Montréal qui vient complètement foutre le bordel, mais qui appelle le règlement pour la mixité, là, qui finalement fait tout sauf. Là. C'est un règlement qui disait, dans le fond, les développeurs, ils ont de l'argent, c'est à eux à payer. Puis qu'est-ce qu'ils font, les développeurs? Ils payent. Au lieu de construire du logement social et abordable, l'administration Plante les a tellement emmerdés qu'ils font tout sauf ça. Et donc, actuellement, leur règlement pour la mixité, il fait de l'anti-mixité. Les promoteurs payent 1 million, 2 millions, 3 millions pour ne pas faire du logement social et abordable. Et donc, ultimement, résultat des courses, t'as plein de logements un peu chers qui sont mis en marché. Puis, ça serait de moins en moins. D'asseoir, honnêtement, tout ce monde-là pour, encore une fois, un peu comme... Non, mais Francis, de le faire avec une pensée en dehors de la boîte, d'amener du monde. Moi, je parle souvent de la culture start-up où on re-questionne des façons de faire. On essaie de faire différemment, avec moins d'argent. Mais tu comprends bien que dans l'idéologie d'une Valérie Plante ou de la culture start-up, c'est le mal, là, tu comprends? Je veux dire, ça peut pas être ça la solution. Ça passe par une espèce d'atermoiement, une espèce de maintenance. La pauvreté, c'est quasiment grandiloquent, là, tu comprends? C'est judéo-chrétien à la limite. Là, fait que pour moi, comme je dis, je pense qu'ils veulent pas tant trouver une solution. Ultimement, à la limite, puisque j'ai déjà lu, là, c'est la nationalisation du logement, là, tu comprends? C'est que c'est les tours là, dans la Russie communiste. Là, un logement pour tous. Peut-être, je sais pas. C'est un peu ça le rêve. Mais donc, ultimement, si on reconnaît pas qu'il y a des différents types de logements pour différents types de personnes, si on reconnaît pas que le logement, c'est un grand marché dynamique qui est poreux entre le locatif et l'achat du logement, si on reconnaît pas que la mixité, si on l'impose à des degrés trop élevés, on fait juste créer de la rareté. Tu comprends? Mais Francis, moi, c'est des gens qui souhaitent pas comprendre. Il y a des gens compétents dans chacune des organisations. Je pense que il faut créer des remue-ménages, des brainstorms, des laboratoires d'échange entre les gens. Mais c'est sûr qu'en refaisant ce qu'on fait à chaque fois, ce qui veut dire,
il y a une augmentation des itinérants, on va rajouter des lits. Ah, il y a une augmentation des itinérants, on va rajouter des lits. Je pense pas qu'on s'attaque à la source du problème. On recrée la même chose. Einstein disait, fais tout le temps la même affaire, pense pas que tu vas avoir de nouvelles. Dans la théorie là, Housing First que je t'expliquais, Phil, l'idée, c'est... Parce qu'actuellement, il manque de lits, là, il manque d'espace pour les loger. Puis c'est ça qui rend le problème exponentiel. La prémisse, il faut trouver un endroit stable où ces gens-là peuvent dormir et faire leur hygiène personnelle. Et de cet endroit stable-là, tu rajoutes des ressources en santé mentale, des ressources en santé parfois physique. Hein, les gens se blessent dans la rue, etc. Donc, lutte à l'alcoolisme, lutte à la dépendance, etc. Mais la prémisse, c'est qu'il faut que tu aies un endroit où le trouver, où la trouver, cette personne-là. Là, encore une fois, je te reviens à la même affaire que je te disais tantôt. Ça sera pas dans ma cour parce qu'il n'y a personne qui va vouloir cet endroit-là proche d'un quartier résidentiel, whatever. Alors, à un moment donné, il faut prendre le taureau par les cornes, mais je pense que c'était le fun d'en parler avec toi, Francis. Je trouve ça toujours intéressant, même des fois quand c'est des sujets qu'on maîtrise peut-être moins, qui sont un peu plus loin de l'économie ou de l'entrepreneuriat. Mais c'est un sujet qu'on va entendre parler. Je suis pas un spécialiste en intervention auprès des itinérants, mais l'économie du logement, ça, je peux t'en parler des heures de temps. Puis je pense qu'il y a une grosse piste de solution là-dedans. Puis je te dis, l'aveuglement volontaire dont on a fait preuve à Montréal depuis 10 ans à ce sujet-là est inadmissible, à mon avis. Ça a créé le problème. Fait que, tu sais, à un moment donné, I've said my piece. Ça fait plusieurs fois que je le mentionne ici, ailleurs. S'ils veulent voir les développeurs, les promoteurs, les propriétaires immobiliers comme l'ennemi, ça va pas changer. T'sais. Fait qu'à un moment donné, prends sur toi, étouffe ton orgueil, puis change ta cassette. Ou ben non, accepte que c'est ça la réalité à Montréal. Puis éventuellement, il y a des gens qui souffrent. Là, c'est pas juste une question d'économie. Bien triste tout ça. Bien triste. Donc, on vous remercie. On vous rappelle que vous pouvez nous écrire, nous interpeller dans les médias sociaux si vous voulez qu'on aborde votre question. J'ai été abordé pas plus tard qu'en fin de semaine dans l'épicerie, by the way, par quelqu'un qui dit « Hey, je t'écoutais, j'ai trouvé ça. » Si la personne dont j'ai pas le nom nous écoute encore, mais merci de m'avoir abordé. Mais gênez-vous pas pour nous écrire, que ce soit Francis Gosselin ou moi-même, Philippe Richard-Bertrand. À la prochaine. Ne ratez plus rien. Tout ce que vous venez d'entendre est disponible sur l'application Cube ou le site cuberadio.ca.